vous souvenez sans doute que lors de notre dernière émission, la 6e, celle qui avait pour titre Les behaviorismes de la deuxième génération, nous avons laissé quelqu'un de côté. Dans la ligne, dans la branche des orthodoxes, ceux plus fidèles aux principes de Watson, nous avions laissé de côté Skinner. Et pourtant, Skinner est un très grand psychologue. C'est celui qui a poussé le behaviorisme à son apogée. Ceci ne veut pas dire qu'il n'a pas été discuté. Les uns l'adorent comme un dieu, alors que d'autres le répudient comme une menace. C'est pourquoi nous consacrons une émission complète à Skinner. En premier lieu, nous allons faire connaissance avec l'homme, puis nous passerons à sa recherche, son expérimentation, et par la suite, nous verrons les conséquences théoriques de tout son travail. Skinner est né dans l'État de Pennsylvanie, dans ce petit village qui s'appelle Susquehanna. C'est un village plutôt au nord de l'État, tout près de l'État de New York. Et son père est avocat, sans cause, c'est un homme qui travaille pour une compagnie. Sa mère est un peu musicienne, elle est ménagère à la maison. Et il dira lui-même de son foyer qu'il est chaud et stable. Quant à son éducation, il dit aussi « On m'a appris à craindre Dieu, la police et ce que peuvent penser les gens de l'entourage. » Bref, pendant toute cette période de ses études secondaires, de son enfance, il a coulé une enfance heureuse. Quant aux études supérieures, eh bien, c'est là que vont commencer un peu les difficultés. On l'inscrit au Hamilton College sur le conseil d'un ami de la famille. Et rendu au collège, voilà qu'entre autres, il n'aime pas les jeux d'équipe, puis il est un garçon un peu frêle, il reçoit des coups, il ne peut pas les rendre. D'autre part, on exige un tas d'exercices qu'il considère inutiles, puis, entre autres, il considère aussi que ses condisciples n'ont pas de curiosité intellectuelle. Et alors, ceci se traduit chez lui par un certain esprit, un certain mauvais esprit. Alors, disons le mot, une certaine révolte. Il va jusqu'à harceler la direction, l'administration, à tel point que, le soir même de la remise des diplômes, voilà que notre ami Skinner est tout énervé et le président du collège est obligé d'avertir Skinner et ses amis d'avoir à se calmer, d'avoir à se tenir tranquille, sans quoi il n'obtiendra pas leur parchemin. Bien sûr, Skinner a compris le message, il a obtenu son parchemin. Mais voilà que quelques semaines, peut-être un mois ou deux, avant de quitter le collège, il se pose le problème pour lui de la carrière. Il ne sait trop de quel côté se diriger. Il a pris une concentration majeure en anglais, sa langue maternelle, et Skinner a du talent pour écrire. Et c'est alors qu'il se dit, je pourrais peut-être devenir écrivain. Et il tire de ses tiroirs 2 ou 3 devoirs, dans les meilleurs, des narrations, dissertations, quoi. Et il envoie ça à un grand poète américain du nom de Robert Frost. Robert Frost lit les textes de Skinner et dans une réponse enthousiaste lui dit « Oui, tu es fait pour devenir écrivain et tu as vraiment du talent. » C'est véritablement ce que Skinner voulait se faire dire. Et alors, il quitte son collège en disant « Moi, je serai écrivain. » Il arrive dans sa famille à Susquehanna et là, commence à vouloir écrire et passe des heures et des heures devant des pages blanches. Bref, en fait, il n'a rien à dire, les idées ne viennent pas. Et il se dit, j'ai pas assez sorti, je n'ai pas assez fréquenté, en fait, je ne peux pas écrire de romans comme cela. Et il décide de s'en aller dans ce petit village d'artistes, d'écrivains, de musiciens qu'on appelle le Greenwich Village, sur la presqu'île de Manhattan, à New York. Et là, dans ce village,
il commence enfin à fréquenter, à sortir. Bref, il perd son temps. Et de New York, il s'embarque pour l'Europe, visite la France, visite l'Italie, va même jusqu'à Vienne en Autriche, puis, un peu désabusé, revient à New York et, en désespoir de cause, dans son propre village. Il revient aussi à ses intérêts d'enfant. Il sort, il se promène dans la nature, il observe les animaux, mais encore là, il n'a absolument rien écrit. Mais voici que, précisément durant cette période, à la maison, lui tombe entre les mains un article de la revue Dial, qui a été signé par un grand philosophe mathématicien anglais, Bertrand Russell. Bertrand Russell présente au public nord-américain le behaviorisme, ce grand mouvement en psychologie, le behaviorisme, et surtout John B. Watson. Skinner lit cet article et il est ravi. Et il décide lui-même de devenir psychologue, ça va être sa véritable carrière. Et c'est alors qu'il achète, entre autres, le livre de Watson, Behaviorisme. Il achète Réflexe conditionné de Pavlov, puis un livre intitulé Philosophie de Bertrand Russell. Et voilà le début de sa formation psychologique. C'est déjà un behavioriste dans l'âme qui arrive à Harvard en 1928. Et Skinner a 26 ans, il entend bien qu'on lui enseigne le behaviorisme. Mais Harvard, cette grande université de prestige qui forme l'intelligentsia américain, n'enseigne pas le behaviorisme. On a les idées assez libérales, du type libéralisme économique, et le behaviorisme n'est pas encore rendu à Harvard. Bien qu'on soit en 1928 et que Watson ait lancé le behaviorisme en 1913, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on enseigne? On enseigne ce qui s'enseignait en psychologie avant 1913, à savoir le fonctionnalisme de John Dewey, vous vous souvenez sans doute, que les Américains avaient beaucoup de sympathie pour cette théorie, et on enseigne le structuralisme. Mais il y a autre chose. Il y a, entre autres, le directeur du département, un nommé Boring, n'oubliez pas ce nom. Boring, lui, est quelqu'un qui a étudié avec Titchener. Vous vous souvenez encore aussi de ce grand gentleman anglais qui était allé étudier avec Wundt et Titchener était revenu à Cornell et il enseigne ensemble la théorie de Wundt, ce qu'on a appelé le structuralisme. Et Boring a beaucoup de sympathie pour le structuralisme. Et comme il est chef du département, bien sûr, il va essayer aussi de passer un peu les idées de cette théorie. Et alors, qu'est-ce que Skinner trouve? Il n'y a pas un seul professeur de behaviorisme à Harvard. Tout au plus, il y a un professeur externe de l'Université Clark qui, tous les 15 jours, devient donner un séminaire à Harvard. Puis Skinner rencontre un étudiant comme lui, un nommé Fred Keller, on reparlera de Keller tout à l'heure, Fred Keller, qui lui aussi a des idées behavioristes, et alors c'est uniquement ce premier noyau, un professeur externe et deux étudiants qui sont behavioristes à Harvard en 1928. Skinner se rend bien compte qu'il est en retard, et il est en retard surtout dans les prérequis de la psychologie et en psychologie elle-même. Parce que, il avait fait une concentration en langue maternelle et il n'a rien en psychologie. C'est donc qu'il décide, Skinner, de prendre les bouchées doubles. Il décide de se faire un programme extrêmement sévère, un programme qu'on pourrait appeler un programme de Spartiate. Bref, il ne laissera pas 15 minutes dans une journée non planifiée. Et toute sa journée se divise ainsi, lever à 6 heures, travail jusqu'au moment du petit déjeuner, puis la journée se divise entre les cours, la recherche, le travail en bibliothèque, lecture ou études, et le soir, il continue à travailler, lire et étudier jusqu'au moment de se coucher. Toutes ces lectures seront concentrées dans le domaine de la philosophie, dans le domaine de la psychologie et de la physiologie.
Et évidemment, il veut reprendre le temps perdu. Il s'impose même de ne jamais aller au théâtre, au cinéma, au concert, de sortir rarement avec une jeune fille, enfin, un programme qui lui permet d'aller beaucoup plus rapidement. La deuxième année, en 1929-30, il se permettra de jouer un peu de musique. Il a acheté un piano et s'accorde de ne jouer sur son piano que les fugues de Bach. Ce programme sévère lui permet, en définitive, de faire par lui-même ce qu'on appelle les prérequis à la psychologie. Entre autres, il n'avait pas de statistiques. Alors, il étudie par lui-même un biot de cette épaisseur, une introduction à la statistique de Gould, et se présente chez le professeur, et il dit, moi, je suis prêt à passer l'examen. Et il passe l'examen. Il fait la même chose. On sait que l'allemand, à ce moment-là, était très utile pour l'étude des auteurs en psychologie. Il suit quelques cours et étudie l'allemand par lui-même et même aussi un peu le français. Ceci nous donne une idée de comment Skinner vraiment veut devenir psychologue et psychologue behavioriste. La deuxième année de ses études à Harvard, Skinner songe d'une façon fort poussée à son sujet de thèse de doctorat. Et il se dit, je vais travailler sur le réflexe. D'ailleurs, il veut trouver un nouveau conditionnement. Et je veux travailler sur le réflexe, dit-il, parce qu'il est parfaitement convaincu que le réflexe, en fait, domine tout le champ de la psychologie. Et alors, voilà qu'il rédige un plan. Il commence par vouloir faire l'histoire du réflexe à partir de Descartes, en passant par Sherrington, Mayus, Pavlov, enfin tous ceux qui en ont parlé, jusque vers 1930, à son époque. Et puis, le réflexe, il considère qu'on a pris l'habitude de le définir d'une façon beaucoup trop négative. On ne dit pas ce qu'il est, on dit ce qu'il n'est pas. En effet, on définissait à ce moment-là le réflexe comme un acte inconscient, involontaire, non appris. C'est tout des caractéristiques négatives et Skinner voulait donner une définition positive du réflexe, dire véritablement ce qu'il est. Et alors, il se dit, le réflexe, d'abord, le réflexe, c'est une relation entre un stimulus et une réponse. Et comme il a bien étudié les statistiques, il veut voir cette relation stimulus-réponse en termes de corrélation statistique. Et c'est à partir, justement, de cette corrélation statistique qu'il donnera une définition positive du réflexe. C'est là son plan, la partie théorique de son plan. Mais il reste à faire des expériences en laboratoire. Il fera des expériences en laboratoire avec des rats, précisément pour montrer, enfin, et illustrer sa partie théorique. Quand ce plan est bien fixé, bien déterminé sur le papier, il prend ce plan et s'en va rencontrer un nommé Bibi Center. Bibi Center, en passant, est un psychologue et un professeur de physiologie qui travaille en psychologie à Harvard. Et Bibi Center regarde ce plan, puis se tourne vers Skinner et lui dit, « Te prends-tu pour Elmost? » Ah, dans un autre domaine, il aurait pu dire Einstein. Parce que pour Bibi Center, cette thèse, en fait, il y a 2 ou 3 sujets de thèse dans tout cela. Mais voilà qu'un nommé Davis, Hallowell Davis, un professeur aussi du département, avait dit à Skinner, Skinner, n'oublie pas, tu seras connu dans l'avenir en raison des travaux que tu es en train de faire aujourd'hui. Et alors, Skinner voulait être connu dans l'avenir, il préférait retenir la parole de Davis que celle de Bibi Center. Et c'est alors que notre ami Skinner, en fait, se lance dans sa thèse, fait sa recherche en laboratoire et rédige une thèse extrêmement volumineuse, importante, qu'il envoie à son jury. Or, le jury est présidé par précisément le directeur du département,
celui qu'on a appelé Boring, celui qui, en fait, qui est plutôt structuraliste, qui n'est pas behavioriste du tout. Quand Boring reçoit tout cela, il regarde la thèse, il lit tout cela, et il n'est pas tellement entiché, enfin, de cette thèse dans le domaine du behaviorisme. Et il décide, avec bien sûr l'accord des membres du jury, il décide de retourner la thèse. Mais Skinner n'y change pas une virgule, pas un iota, reprend la thèse et la retourne à son jury. Alors, Boring a quand même la délicatesse de se retirer du jury et de nommer un nouveau jury. Et c'est alors que le nouveau jury invite Skinner à une soutenance, il défend ses idées d'une façon brillante, et à l'été 1931, Skinner est reçu docteur en psychologie, ou comme on dit aux États-Unis, PhD avec mention en psychologie. Mais Boring n'est pas tellement satisfait de tout cela. Il s'est fait un peu damer le pion par un étudiant qui se prétend behavioriste, et Boring a l'intention de rétablir les choses. Et voici comment. Boring, à l'occasion, il est invité par une grande association américaine, ce qui correspondrait ici à l'ACFAS. Il est invité par une grande association américaine à faire une conférence, enfin, sur la psychologie. Et alors, notre ami Boring en profite pour faire une conférence qui se développe bien, mais qui arrive à la conclusion suivante. Remarquez cette conclusion. La psychologie, si elle veut survivre, elle ne doit pas se séparer de la conscience ni de la physiologie. Or, c'est précisément ce que ne voulaient pas les behavioristes et surtout Watson. Watson a fait de la psychologie la science du comportement, non pas la science de la conscience. Quant à la physiologie, enfin, pour les behavioristes, c'est encore un truc, là, pour revenir au mentalisme. Donc, c'est la conférence de Boring. Skinner est assis dans la salle, il en sort irrité, indigné, outré. Il se dépêche de se rendre à sa chambre et là prend sa plume et écrit à son ami Fred Keller, qui maintenant est rendu à Columbia et qui est professeur à l'Université de Columbia à New York. Et alors, dans sa lettre à Keller, voilà que Skinner raconte comment il trouve la position de Boring scandaleuse, insignifiante, stupide. Il n'a pas de qualificatif suffisamment fort pour montrer son indignation. Mais on voit bien que Skinner est vraiment behavioriste. La carrière de Skinner, quand il a terminé son doctorat, il n'a absolument pas de poste de professeur et se cherche de l'emploi. Et il décide de poser sa candidature pour une bourse en recherche auprès de la Fondation nationale de recherche aux États-Unis, ce qui correspond peut-être à notre Conseil des arts. Et il obtient une bourse extrêmement, très substantielle, une bourse qui lui permet de faire de la recherche d'une façon très à l'aise et de subvenir à ses besoins réguliers, journaliers. Et alors, pendant 5 ans, de 1931 à 1936, Skinner poursuit et développe sa recherche et il va véritablement faire des choses extrêmement importantes. En 1936, il est encore devant rien et c'est Boring, quand même beau joueur, qui recommande Skinner auprès d'un de ses amis, un nommé Eliot. Eliot est directeur du département de psychologie de l'Université de Minnesota. Et alors, il recommande Skinner auprès d'Eliot et Skinner obtient le poste. Dans une lettre de remerciement, Eliot dit à Boring dans sa lettre, « Enfin, je suis très heureux, très content. J'ai fini par obtenir un PhD de Harvard. » L'histoire montra qu'il avait obtenu plus qu'un PhD de Harvard. Puis, notre ami Skinner passe là de 1936 jusqu'à 1945. En 1945, un poste de directeur de département s'offre à ce moment-là à l'Université d'Indiana. Skinner applique et obtient le poste. Il y sera 3 ans. Et en 1948, c'est au tour de Harvard d'avoir besoin d'un professeur de psychologie. Skinner applique
et Skinner obtient le poste. Et vous pouvez penser que Skinner entre à Harvard exactement 20 ans après s'y être inscrit comme étudiant en 1728. Il entre à Harvard la tête haute. Il y passera le reste de sa carrière, il y fera de l'enseignement et de la recherche, et on me disait encore récemment que Skinner, qui a aujourd'hui 83 ans, encore récemment, il allait au bureau assez souvent. La recherche de Skinner. Skinner, comme on le sait, a commencé sa recherche au moment de ses études, au moment de faire sa thèse de doctorat. Et il a continué ses recherches d'une façon très intensive pendant qu'il a eu une bourse et bien sûr aussi tout au long de sa carrière. Et Skinner, quand on le connaît, Skinner voulait arriver à des situations radicalement simples. J'ai ici ce qu'on appelle une boîte de Skinner, mais au tout début, Skinner a eu des boîtes d'une façon beaucoup moins sophistiquée. C'est des boîtes qu'il confectionnait lui-même avec des bouts de bois et le reste. Mais le principe est le même. La première boîte de Skinner et celle-ci répondent exactement au même principe. Au fond, c'est une boîte, à peu près de cette grandeur, dans laquelle, sur la paroi de laquelle, dis-je, il place un dispositif. Appelons ça une barre. Et cette barre, vous en voyez peut-être l'action ici, c'est cette barre. Cette barre est reliée à un magasin dans lequel il y a des boulettes de viande, des boulettes de fromage, de toutes sortes, de la nourriture. Et quand on actionne cette barre, voici ce qui arrive, c'est qu'une boulette de viande descend sur le plancher de la cage. Voilà, en somme, la situation sur le plan matériel. Il place dans cette cage un rat affamé. Qu'est-ce qui arrive? Le rat se promène dans la boîte et va dans un coin, va dans l'autre, et ainsi de suite, et perd un peu de temps. Puis après un certain temps, va aller peut-être flâner tout près de la fameuse tige. Et va arriver, ce qui doit arriver nécessairement, c'est qu'à un certain moment, le rat va mettre la patte sur la tige et va actionner cette tige. Puis, aux surprises, lui qui est affamé, ce rat, voilà qu'une boulette de viande descend sur le plancher de la cage, précisément tout près du rat. Et le rat mange cette boulette de viande. Vous pouvez penser que le rat ne s'éloignera pas de la tige et que de nouveau, il va actionner la même tige et qu'une deuxième boulette de viande va arriver sur le plancher de la cage. Et alors, on le fait assez régulièrement en laboratoire, il arrive ceci, c'est que le rat actionne de plus en plus rapidement toujours cette tige pour, bien sûr, avoir de la viande, avoir de la nourriture. Mais vous allez me dire, ça ressemble un peu à ce que Thorndike a fait. Et en fait, c'est une satisfaction qu'il donne à son rat à la suite d'un comportement. Effectivement, vous avez raison. Mais quand on s'appelle Skinner, on n'appelle pas les choses ainsi. Skinner n'appelle pas cette boulette de viande une satisfaction, il l'appelle un renforcement. C'est-à-dire que cette boulette de viande vient renforcer, vient rendre plus fort le comportement futur de ce rat. Et alors, voilà, c'est que réponse du rat, renforcement, réponse du rat, renforcement, pas de réponse du rat, pas de renforcement. Et c'est la situation de départ. Et on se rend compte que le rat apprentissage, finit par apprendre à actionner, à donner un comportement pour justement avoir de la nourriture et être renforcé. Skinner a trouvé qu'on pouvait, en fait, c'est beau cette recherche, mais on pouvait aller plus loin. Et alors, il a mis dans sa cage deux lampes, deux lumières. Une lumière rouge et une lumière verte dans les coins de la cage. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que quand la lumière rouge est allumée, Skinner ferme le mécanisme et le rat a beau actionner la barre, rien ne se passe, il ne vient pas de viande dans la cage. Mais si la lumière verte est allumée, il remet encore le mécanisme, il remet le mécanisme en mouvement
et de nouveau, vous avez en fait de la viande qui peut venir dans la cage. Et alors, qu'est-ce qui arrive? Le rat finit par faire la distinction. Oh, écoutez, distinction est un mot grand, est un très grand mot pour une cervelle de rat, mais disons qu'il ajuste son comportement à la situation, à savoir qu'il finit par apprendre que il ne faut actionner la barre uniquement quand la lumière verte est allumée. Et encore là, voilà que notre ami Skinner a en fait développé la façon en fait de faire travailler le rat. Et vous comprendrez qu'il va encore compliquer les situations. Il a même mis un petit tabouret dans la cage et il exige que le rat aille s'asseoir un moment sur le tabouret avant d'actionner la barre pour pouvoir avoir de la viande. Et le rat, encore une fois, finit par apprendre la situation et va s'asseoir sur le tabouret et actionne la barre. Vous voyez un peu que en fait, par ce que Skinner appelle un renforcement, il a fait apprendre différents comportements à ce rat. Selon l'habitude que nous avons prise, nous allons essayer de représenter, en fait, la théorie de Skinner en termes de stimulus-réponse, ce qu'on appelle toujours le schéma SR. Eh bien, voici, Skinner a commencé par affamer un rat, et il y a donc, au départ, une stimulation que nous allons représenter par le grand S. Puis, cette stimulation finit par faire donner une réponse au rat que nous représentons par le grand R. Mais Skinner ajoute enfin sa fameuse expression renforcement à la suite de la réponse. Et alors, nous ajoutons en bas du R ou au pied du R, renforcement. Et on peut aussi le décrire simplement avec les expressions ou le grand S, le grand R et un petit R au pied du grand R pour renforcement. Skinner, en fait, au début de sa recherche, c'était la façon dont on peut représenter le tout début de sa recherche. Mais voici que, à mesure qu'il faisait des expériences, il s'est rendu compte lui-même que le stimulus soit présent, qu'il ne soit pas présent, le rat pouvait apprendre quand même à donner des réponses. Et alors il s'est dit, le stimulus n'est pas nécessaire. Enlevons-le. Il a mis une croix sur le stimulus et il n'a gardé que la réponse et le renforcement. Et alors, le schème du conditionnement de Skinner va devenir beaucoup plus simple. Il va devenir le grand R, c'est-à-dire la réponse suivie du renforcement. Et alors, on n'a plus maintenant que grand R, petit r, le petit r étant le conditionnement nécessaire pour qu'un animal comme un rat puisse donner des réponses et les donner régulièrement. Une distinction fondamentale. Certes, Skinner s'est bien rendu compte que ce qu'il était en train de faire avait énormément d'importance et, au fond, il était en train de mettre au point un conditionnement nouveau, un conditionnement différent de celui de Pavlov et véritablement un conditionnement que d'autres, en fait, n'avaient pas fait avant lui. Mais il se rend bien compte aussi qu'il y a une distinction fondamentale entre, en fait, ce que Pavlov a fait, le conditionnement de Pavlov et le sien, son conditionnement, celui qui est en train de développer. Et alors, il fait la distinction suivante. Il dit, il y a deux sortes de conditionnement, ou si on préfère, il a dit davantage, il y a deux comportements. Il y a un comportement, et les expressions sont de Skinner lui-même, il y a un comportement répondant et il y a un comportement opérant. Qu'est-ce que le comportement répondant? Le comportement répondant englobe toutes les réponses qui sont produites à la suite d'un stimulus. Le stimulus étant donné, nous avons la réponse et elle vient d'une façon automatique. En effet,
Vous vous souvenez, ce fameux comportement ou conditionnement ce fameux réflexe, dis-je, de la rotule. Vous avez aussi le réflexe de la salivation, le réflexe de la douleur. Ce sont tous des réflexes, ce sont tous des comportements qui se font mécaniquement, qui sont automatiques. Et on se souvient aussi que Pavlov a montré qu'on pouvait greffer sur ces comportements automatiques d'autres comportements qui sont tout aussi automatiques. Bien sûr, quand il fait sonner une cloche, le chien salive et il le fait d'une façon automatique. Donc, pour Skinner, tout ce qu'a fait Pavlov, autant les réflexes naturels que les réflexes conditionnés à la manière de Pavlov, sont des comportements répondants. Quant au conditionnement qu'il a fait, au comportement opérant, on l'a défini autrement. Les comportements opérants englobent toutes les réponses qui sont émises dans l'environnement, sans stimulus. En fait, des exemples de ce genre de réponses, eh bien, allumer une cigarette, s'asseoir devant la télévision, aller au restaurant, prendre un livre de lecture et se mettre à lire, sont des réponses qui ne sont pas automatiques, mais des réponses qu'on appelle volontaires. Et dans la mesure où justement des satisfactions ou des renforcements viennent, on a tendance à les répéter. Et alors, Skinner émet le principe suivant, à la suite évidemment de sa distinction entre le comportement répondant et le comportement opérant. Le principe est celui-ci. Quand un organisme pose par hasard dans un milieu, pose par hasard une réponse, un comportement, et que ce comportement est satisfait et récompensé, prenons le terme de Skinner, renforcé, il y a une forte tendance que les réponses augmentent enfin à l'avenir. Alors, voilà le principe du comportement opérant tel que décrit par Skinner lui-même. Les conséquences théoriques de la théorie de Skinner, eh bien, Skinner, une des premières choses qu'il s'est demandé par rapport à son fameux conditionnement, à son renforcement, c'est ceci. Est-ce que je pourrais être capable d'en faire autant avec d'autres types d'animaux et avec les humains? Et alors, il s'est mis à travailler avec les pigeons. Et qu'est-ce qu'il a fait? Entre autres, une des premières expériences qu'il a faites avec les pigeons, c'est celle-ci. Il a appris à un pigeon à se promener en se promenant ainsi, un excellent 8, un beau 8. J'ai vu moi-même M. Skinner faire cette expérience. C'est fort intéressant. Il place un pigeon au centre d'une table et il a dans les mains une poignée de blé d'Inde. Et le pigeon est là, il a envie d'aller à droite, il a envie d'aller à gauche, enfin, il ne sait trop où faire, et des fois, il est un peu apeuré. Mais voici que quand le pigeon fait le moindre petit pas dans le sens désiré, dans le sens que Skinner souhaite, c'est-à-dire vers la droite, il lui donne un grain de blé d'Inde. Puis, un autre pas, deuxième grain de blé d'Inde. Et alors, le pigeon ainsi sent qu'il doit aller vers la droite et il exécute ainsi un excellent cercle et revient vers le centre. Vers le centre, évidemment, il y a là un certain tâtonnement parce qu'il faut qu'il fasse la deuxième boucle du 8. Le pigeon a tendance encore à vouloir aller vers la droite, mais Skinner ne le renforce pas du tout. Et s'il fait un autre pas, s'il fait un pas dans le sens désiré, c'est-à-dire cette fois vers la gauche, eh bien, nouveau renforcement. Et de renforcement en renforcement, voici que le pigeon repart et fait son deuxième cercle et revient au centre du 8. Puis, il continue à lui donner des renforcements de façon à ce qu'il se promène ainsi en 8. Ça prend à peu près 10, 12, 15 minutes à conditionner ainsi un pigeon sur une table à exécuter un 8. Ça prend un peu plus de temps selon les sujets, selon les pigeons, mais en général, ça ne prend pas plus que 15 minutes. Skinner a fait plus. Il a appris à 2 pigeons à jouer au ping-pong. Voici comment.
il a confectionné, il a bâti une petite table à la hauteur de pigeon. Il a placé des gardes chaque côté de la table de façon à ce que la balle ne roule pas en bas de la table. Et toujours par son système, sa stratégie du renforcement, il apprend à un pigeon à repousser la balle avec sa tête, avec son nez ou son bec. Et alors, la balle part et s'en retourne à l'autre bout. Et l'autre pigeon, bien sûr, avec le même stratagème, il lui apprend à renvoyer la balle. Et vous voyez ainsi une balle de ping-pong se promener d'un pigeon à l'autre comme si tu jouais au ping-pong. Bien sûr, vous me direz, il n'y a pas de filet, mais il ne faut pas en demander trop quand même à des pigeons. Une cervelle de pigeon, ce n'est pas une cervelle humaine quand même. Et puis, on voit là que notre ami Skinner ne se contente pas de tout cela. Toujours avec des pigeons, il avait reçu une demande du Pentagone pendant la dernière guerre, la Seconde Guerre mondiale, 39-45. Le Pentagone cherchait à avoir des missiles dirigés de façon à les diriger sur des objectifs et entre autres des bateaux sur la mer. Et on a demandé à Skinner s'il pouvait habituer un pigeon à picorer un point qui se déplace. Alors, sur un petit écran, le point qui se déplace étant un bateau, alors voilà que si le pigeon picorait au bon endroit sur le bateau, le mécanisme dirigeait le missile directement sur l'objectif. Skinner a réussi très, très, très bien en laboratoire, à ce qu'on dit, à apprendre un pigeon à picorer comme ça sur un point qui se déplace. Malheureusement, le Pentagone n'a pas donné suite à ce projet, mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Skinner a vraiment montré qu'il était capable de faire donner des réponses, de conditionner des pigeons autant que des rats. Avec les humains. Avec les humains, ça a été un peu différent. Et la toute première expérience que Skinner a faite a été un peu particulière. Elle n'a pas prouvé grand-chose, mais je pense qu'il est important quand même de vous la raconter. C'est que lorsque son épouse lui a dit qu'elle accepterait enfin de porter un autre enfant, mais que c'était tous les soins à donner au bébé qui la rendait un peu morose et elle trouvait tout cela difficile. Skinner lui dit, si ça tient qu'à cela, compte sur moi, je vais t'arranger les choses. Et alors, quand son épouse est enceinte, voici que dans son sous-sol, dans sa maison, il commence à construire une boîte suffisamment grande, vitrée, une boîte dans laquelle il s'organise pour contrôler, entre autres, la chaleur, l'humidité, il purifie l'air est filtré. Il ajoute enfin sur une toile, il ajoute une espèce de papier absorbant pour que s'il arrive des accidents au bébé, on puisse de chaque bout enrouler ce papier de façon à ce que l'enfant soit toujours gardé propre. Et ça permettait en définitive, à l'enfant de pouvoir s'ébattre, en fait, d'une façon tout à fait dégagée, sans les fameux linges, les langes, enfin, tous les petits draps qui habituellement retiennent les enfants presque incapables de faire aucun mouvement. Alors, il voulait précisément rendre l'enfant beaucoup plus agile et qu'il puisse agir plus facilement dans cette boîte. Et alors, il disait souvent, mes rats, mes pigeons me renforcent beaucoup plus que la population. Bien, vous allez voir que la population va lui donner des renforcements justement à cette occasion. Une association de dames américaines lui demande un article pour la revue de l'association qui s'appelle le Ladies' Home Journal. Et alors, dans cette revue, il raconte précisément l'expérience qu'il a faite pour élever ses enfants, enfin, pendant 12, 15, 18 mois, dans cette boîte. Et alors, ça a été aux États-Unis, en tout cas, ça a eu un immense retentissement. Et les uns ont dit, mais c'est le plus terrible bol à poisson rouge que personne n'a jamais inventé. Et d'autres ont dit, enfin,
voilà quelqu'un qui a beaucoup d'imagination et qui a simplifié les soins à donner aux enfants, à donner aux bébés quand ils arrivent. Il n'a pas prouvé grand-chose sur le plan de la psychologie, mais voilà que Skinner s'est fait connaître. Il s'est fait vraiment très bien connaître. Puis, Skinner veut passer, bien sûr, à d'autres parties, enfin à d'autres stades de la vie, de la société. Et entre autres, il va très souvent renifler un peu à l'école pour voir ce qui s'y passe. Et c'est alors qu'à l'école, eh bien, il veut qu'on donne des renforcements. Et c'est en raison de Skinner qu'on a établi ce fameux système qu'on appelle l'enseignement programmé. Et quand les ordinateurs sont arrivés, ça a été l'enseignement programmé par ordinateur. Ça consiste à fractionner la matière et à poser des questions aux enfants, des questions extrêmement précises, extrêmement fines, et à toujours dire aux enfants, oui, c'est bien, on les donne des réponses, on demande des questions suffisamment faciles pour que l'enfant puisse répondre assez facilement. Et alors, oui, c'est bien, tu as bien répondu, tu comprends la question, tu es intelligent, tu es un petit génie, et ainsi de suite. Et ça a été évidemment le renforcement. J'ai vu moi-même, dans une école, un instituteur renforcer les enfants avec son panier de raisins sur le coin de la table. Et à chaque fois qu'un enfant donnait une bonne réponse, il prenait un raisin et le donnait à l'enfant. Vous allez me dire, et je suis d'accord avec vous, vous allez me dire, c'est une façon assez matérielle de donner des renforcements. Mais il ne faut pas oublier que nos écoles, dans la province du Québec, en fait, à peu près à tous les moments, nos écoles ont encouragé les enfants. Et ces encouragements ont été précisément des renforcements. Probablement que tous les professeurs, les instituteurs qui encourageaient les enfants ne connaissaient pas très, très bien la théorie de Skinner. Skinner est venu mettre enfin de la science là-dedans, mais c'est quand même vrai. J'ai ici quand même un petit cahier d'une enfant qui, en fait, quand elle allait à l'école, faisait ses lettres. Et l'institutrice lui mettait de temps en temps des étoiles dans son cahier. Et alors, que pensez-vous quand l'enfant recevait une étoile d'or ou des étoiles d'autres couleurs, rouge et bleu, et que l'enfant partait avec son cahier, arrivait à la maison et avait le plaisir de montrer à sa mère ou à son père, regarde maman, regarde papa, j'ai eu aujourd'hui une étoile d'or. C'est un renforcement magnifique. Selon, enfin, comme le veut Skinner, et c'est précisément une façon d'encourager les enfants qui, en fait, qui est de bonne loi. On a l'école. Est-ce que le renforcement a été pratiqué dans d'autres milieux? Certes, oui. Il a été pratiqué, entre autres, dans les prisons. Skinner a imaginé tout un régime de jetons, un système de jetons à donner aux prisonniers quand ceux-ci, en fait, avaient des comportements ou donnaient des réponses qu'on attendait, que l'administration attendait. Ainsi, un prisonnier qui se conduisait bien, on lui donnait des jetons de différentes valeurs, qui étaient de l'argent accepté à l'intérieur de la prison, et ces jetons servaient à acheter des cigarettes, servaient à acheter, par exemple, du temps de loisir devant la télévision, ou encore un meilleur repas, une chambre plus confortable, et le reste, et le reste. Et selon Skinner, on pensait ainsi pouvoir réhabiliter les prisonniers par ce système de renforcement. Le système de renforcement ont été en fait appliqués aussi dans d'autres domaines, entre autres dans le domaine des gens qui ont des problèmes d'ordre comportemental, par exemple des accès sexuels. On pouvait donner des renforcements positifs ou des renforcements négatifs, par exemple des chocs électriques, quand ils n'avaient pas un comportement qui était jugé excellent. Vous voyez que le système de Skinner du renforcement, à condition d'y mettre de l'imagination, peut s'appliquer à tous les domaines de la vie humaine. Lui-même a expliqué le langage de cette façon par des renforcements. Voilà comment Skinner, autant au niveau des espèces animales qu'au niveau de l'espèce humaine, voilà comment Skinner pense que sa théorie s'applique bien.
Skinner a beaucoup écrit, des volumes, en fait des articles, des conférences. Nous en avons quelques-uns ici sur ce rayon, d'autres ici, ces 5-là ici. Et c'est au début de son travail, au début évidemment de ses recherches, il faut dire que ses travaux et ses écrits étaient beaucoup plus techniques et que c'était des résultats d'expérience, des courbes et le reste. Mais peu à peu, voilà que Skinner a développé une manière de voir les choses d'une façon plus large. Et entre autres, je dirais que ses idées sont devenues, disons le mot, philosophiques. Il s'est fait une idée de l'être humain lui-même et comment l'homme, en fait, réagit, en fait, aux choses qui sont autour de lui. Et il dit, entre autres, que si vous voulez organiser le comportement, non seulement le comportement des animaux, mais si vous voulez organiser le comportement humain, vous devez simplement organiser, trouver les bons renforcements dans un sens ou dans un autre, et voilà comment vous organisez et vous façonnez l'individu dans son comportement. Et alors, il finit par exprimer, par dire ceci, à savoir que l'être humain n'est qu'un paquet de réflexes, ou qu'un paquet de réflexes, je dis bien, et un paquet de comportements qui sont façonnés par l'environnement, par le milieu, par le renforcement qu'envoie le milieu. Voilà un peu les idées de Skinner. Et il dit, entre autres, abandonnons l'idée que l'être humain est habité par un être intérieur, par un pouvoir de décision, par une volonté libre, par un libre choix. Skinner ne veut pas accepter ça du tout. Et c'est pourquoi il nous dit qu'un enfant, par exemple, à la naissance, un enfant qui arrive au monde, il est pris en charge par la famille. Et les renforcements que lui donne la famille, enfin, façonnent l'éducation. On appelle ça l'éducation, mais on peut appeler ça aussi le comportement de l'enfant. Et alors, quand l'enfant est arrivé, eh bien, c'est la famille, l'école, le collège, l'université, le milieu de travail, l'usine, la société, l'Église, enfin, tous ces milieux qui façonnent l'individu. Et alors, pour lui, le monde n'est qu'une grande boîte qui façonne l'être humain. Voilà, en somme, la thèse de Skinner. Il va même jusqu'à dire que si à la naissance, l'astronaute en Californie ou en Floride et le bédouin dans le désert sur son chameau, si ces deux personnes à la naissance étaient interverties, eh bien, le bédouin deviendrait astronaute et l'astronaute deviendrait bédouin dans le désert sur un chameau. Et c'est comme ça que le milieu développe les individus et les personnes. Voilà, en somme, les principales idées de Skinner, surtout à la fin de ses recherches. Et ces idées, il les a émises dans un livre qu'on appelle Par-delà la dignité, par-delà la liberté. Ce livre a été traduit dans plusieurs langues, il a été traduit, entre autres, il a été traduit en français. Et ce livre est intéressant à lire, bien sûr, mais ce sont les idées de Skinner. Quand ce livre est paru, eh bien, ça a été en fait un immense succès de librairie. On dit même qu'il en a vendu 1 million d'exemplaires. Et les grands journaux américains ont fait état de la parution de ce livre. Non seulement les grands journaux, mais les revues. Et entre autres, la revue Time en 71, quand le livre est paru, justement, il est allé d'un article, le principal article de la semaine. Et puis, la revue Psychology Today, à son tour, a publié le livre In Extenso, du début à la fin. Et puis, même ici à Québec, Le Soleil, il est allé d'un article qu'on a intitulé « Selon le psychologue Skinner, l'homme moderne est trop libre ». Eh bien, voici, il est trop libre. Ce que Skinner veut dire, en définitive, c'est que l'homme moderne n'est pas libre, il n'est pas autonome, il est le résultat des renforcements qu'il a reçus. Vous pouvez penser qu'en 71, quand ces idées ont été répandues un peu par les journaux et par les revues, qu'il y a eu énormément de gens qui ont discuté les idées de Skinner.
Et surtout en psychologie, il y a beaucoup de groupes qui n'ont pas accepté les idées de Skinner. Et voilà pourquoi tous ceux qui sont disciples de Freud, par exemple, tous ceux qui travaillent dans le domaine de la psychanalyse et du subconscient, n'étaient pas prêts à accepter ce genre de théorie. Il y a eu aussi ce qu'on a appelé c'est un groupe de psychologues qu'on appelle la troisième force. Ce sont des gens, c'est un courant qui est très humaniste. Il a pour principaux représentants Gordon Allport. Il y a aussi Carl Rogers, Bettelheim et en fait Maslow aussi. Et ces gens, en fait, aussi refusent tout à fait l'idée que, en fait, on ne soit pas libre. Puis, non seulement les psychologues, mais dans le grand public, beaucoup de personnes ont refusé les idées de Skinner. Entre autres, ce grand romancier anglais, Arthur Koestler, et entre autres aussi Rollo May, et bien d'autres, des théologiens, entre autres aussi Chomsky. Chomsky est un linguiste qui est au MIT, qui travaille à peu près à 2 kilomètres de Skinner à Harvard. Et ces deux personnes ont discuté, et leurs disciples ont discuté entre eux longuement dans une revue qu'on appelle Cognition. On discutait longuement les positions de Skinner, entre autres dans le domaine du langage. Vous avez une idée là, comment Skinner, en fait, voit l'être humain. Et nous conclurons, en fait, par l'influence qu'il a eue sur beaucoup de psychologues après lui. Dans le livre d'accompagnement, à la page 146-147, vous avez dû remarquer que Skinner est placé dans la deuxième génération des behavioristes. Et bien sûr, Skinner, en définitive, a commencé à travailler en 1931, mais il a continué vers les années 1980. Et on pourrait placer très bien Skinner autant dans la deuxième que la troisième génération des behavioristes. On peut dire qu'il est un peu à cheval sur les deux générations. D'autre part, tous les chercheurs qui sont là, tous les behavioristes qui sont placés dans la troisième génération, eh bien, ce sont tous des gens qui ont été formés par Skinner et par un de ses amis, Keller, et deux autres de ses collègues très proches. Donc, toute la troisième génération, ou enfin tous les noms qui sont là, en fait, sont des gens qui continuent les idées de Skinner. Et maintenant, si on regarde un peu plus en arrière, dans un regard rétrospectif, si on remonte un peu dans cette grande lignée qui est commencée avec Aristote. Vous vous souvenez ce qu'Aristote disait? Comment en fait, nos idées nous viennent de l'extérieur. Et la philosophie d'Aristote est rentrée par le biais d'Averroès en Europe. Et c'est saint Thomas d'Aquin qui a repris les idées d'Aristote et qui les a développées, de même, bien sûr, que plusieurs scolastiques. Puis, nous sommes passés, si vous vous en souvenez, nous sommes passés aux fameux empiristes anglais qui ont développé aussi des théories un peu semblables, à savoir que tout nous vient de l'extérieur et que tout entre par les sens. Et en fait, par la suite, les derniers empiristes anglais ont été ce qu'on a appelé des associationnistes. Et alors, on a vu Wundt s'inspirer des empiristes anglais, et ensuite, ça a été aux États-Unis James, Stanley Hall et John Dewey. Enfin, toutes ces écoles, même Titchener est dans la voie de Wundt, eh bien, tous ces gens sont aussi, en fait, se sont inspirés et ont été influencés par les empiristes anglais et les idées associationnistes des derniers empiristes anglais. Enfin, est arrivé Watson, lui aussi, qui a eu comme précurseur Pavlov et Thorndike, et Watson a lancé le behaviorisme. Et c'est enfin notre ami Skinner qui a poussé le behaviorisme à ses dernières conclusions, au dernier retranchement de ses idées, commencées avec Aristote. Nous sommes ici à un point charnière, et nous allons laisser les associationnistes, toute cette lignée associationniste, pour passer au cognitivisme. Et dès la semaine prochaine, nous commencerons avec la théorie de la Gestalt, qui est une théorie cognitiviste. Et donc, alors, à la semaine prochaine.
Au revoir. Savoir, le réseau de la connaissance.